Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacré au fonds de commerce. Vos nombreuses questions le prouvent, ce sujet est toujours source d'interrogation. Nous avons sélectionné 3 questions fiscales parmi celles que vous nous avez posées, auxquelles notre experte Marie-Christine Martini, directrice de la rédaction fiscale, va pouvoir vous apporter son décryptage. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marianne. Alors on va s'intéresser pour commencer à la situation de Bernard, commissaire aux comptes, qui nous interroge, Marie-Christine, sur le régime d'exonération des plus-values dans le cas de la vente d'un fonds de commerce par une entreprise individuelle qui a été exploitée plus de 5 ans avant la mise en location-gérance. Il nous dit que le fonds a été donné en location à une SARL dont le gérant est l'exploitant individuel. La SARL envisage de cesser son activité le 24 octobre 2021 et le fonds sera vendu à un tiers le 30 octobre 2021. Bernard nous demande par ailleurs s'il faut mettre fin au contrat de location-gérance à une date antérieure à la cessation d'activité pour bénéficier des exonérations. Alors, d'abord, on va s'interroger sur le régime d'exonération auquel Bernard peut prétendre. Alors, on va écarter immédiatement le régime d'exonération des petites entreprises, qui est celui qui est connu par les professionnels comme celui de l'article 151 septies du Code général des impôts, parce que ce régime d'exonération, il est réservé aux personnes qui exercent une activité professionnelle et on considère qu'un loueur de fonds de commerce ne peut pas bénéficier du régime puisqu'il n'exerce pas cette activité. En fait, on va s'intéresser au régime d'exonération de l'article 238 quindecies du Code général des impôts. Et on va d'abord en examiner les conditions générales d'application. En fait, il y a 2 conditions d'application. Il y a des conditions générales et puis des conditions particulières dans la situation de Bernard en cas de location-gérance. Alors, les conditions générales du régime, je vais les exposer brièvement. Il faut que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Il faut que la valeur du fonds de commerce n'excède pas 300 000 € pour une exonération totale ou 500 000 € pour une exonération partielle. Et puis, il faut également que la personne ne détienne pas la majorité des droits de vote dans la société cessionnaire ou qu'elle ne soit pas le dirigeant de droit ou de fait de cette société. Alors ça, c'est les conditions générales. Les conditions particulières en cas de location, de mise en location-gérance du fonds. Eh bien, l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans à la date de mise en location-gérance. C'est le cas du client de Bernard, puisqu'il a exercé son activité pendant cette période. Il ne doit pas y avoir de lien entre le cédant et le cessionnaire. C'est également le cas, puisque Bernard nous dit que le fonds est vendu à un tiers. Et la dernière condition, c'est que la transmission doit être réalisée au profit du locataire. Et là, le bénéfice de l'exonération est donc exclu lorsque le fonds est cédé à un tiers, et c'est le cas de Bernard. Mais Bernard a bien vu la difficulté, puisqu'en fait, il nous demande par ailleurs s'il faut mettre fin au contrat de location-gérance à une date antérieure à la cessation de l'activité de la SARL pour pouvoir bénéficier de l'exonération. Alors, il y a une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles qui précise qu'en cas de résiliation d'un contrat de location-gérance 2 mois avant la cession du fonds, eh bien, la plus-value peut bénéficier de l'exonération, puisqu'en fait, dans ce cas-là, eh bien, on ne se plus dans une activité de location-gérance de fonds et on repart dans les conditions générales d'application du régime. Et donc, on n'est pas obligé de céder le fonds au locataire pour pouvoir bénéficier de l'exonération. Alors en fait, le projet de loi de finances pour 2022 va également être favorable à Bernard, puisque un article qui autoriserait la cession d'une activité mise en location-gérance à une autre personne que le locataire, dans le cas où celui-ci ne voudrait pas reprendre l'activité, et bien entendu à condition que tous les éléments qui composent le fonds de commerce soient transmis. Très bien. Une belle réponse bien complète. Merci Marie-Christine. Je pense que Bernard a toutes ses réponses. On passe maintenant à la question de Jean, expert comptable, qui nous demande si l'amortissement du fonds de commerce est fiscalement déductible. Sinon, peut-on déduire une provision pour certains éléments du fonds ? Alors en fait, le droit comptable permet de constater la dépréciation définitive d'un fonds de commerce par la voie de l'amortissement. Et en fait, on peut amortir un fonds commercial qui a une durée d'utilisation qui est limitée et qui peut être déterminée de façon fiable
à ce moment-là, le fonds de commerce est amorti sur cette durée d'utilisation, ou si on ne peut pas connaître la durée de façon fiable, eh bien on l'amortit sur 10 ans. Et puis il y a également une possibilité d'amortir le fonds commercial sur une période de 10 ans pour les petites entreprises qui sont définies par l'article L123-16 du Code de commerce. Alors voilà, ça c'est la position comptable. Fiscalement, jusqu'à présent, on n'avait pas de réponse, jusqu'à une décision très très récente du Conseil d'État, un avis du Conseil d'État, eh bien, qui nous confirme que cette possibilité n'existe pas en fiscalité. En fait, dans cet avis, le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas de convergence entre les règles fiscales et les règles comptables, puisque les règles comptables permettent l'amortissement du fonds sans qu'on établisse l'irréversibilité de la dépréciation, alors qu'en matière fiscale, eh bien, il faut établir cette irréversibilité de la dépréciation pour pouvoir amortir le fonds. Donc la règle fiscale ne permet pas la déduction de l'amortissement pratiqué en comptabilité. Et là aussi, la loi de finances, le projet de loi de finances pour 2022 va apporter une solution. Alors une solution temporaire. D'abord, le projet de loi de finances va acter dans le Code général des impôts qu'il n'y a pas de possibilité de déduire l'amortissement du fonds constaté en comptabilité. Ça va être le principe. Mais il va y avoir une exception à ce principe pour les fonds de commerce qui auraient été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Eh bien, l'amortissement pratiqué en comptabilité pourra être exceptionnellement admis sur le plan fiscal. Et qu'en est-il des dépréciations? Alors, pour les dépréciations du fonds, bien comptablement, on doit faire un indice de perte de valeur du fonds quand le fonds n'est pas amorti pour savoir si à la fin d'un exercice, il faut ou pas constater une dépréciation. Et il faut rappeler que d'un point de vue comptable, la dépréciation constatée ne peut pas faire l'objet d'une reprise. Alors ça, c'est le comptable. Alors, toujours, on recherche la position fiscale. La position fiscale, en fait, elle nous est donnée par l'article 38 sexies de l'annexe 3 du Code général des impôts qui nous dit que, tout le monde le connaît bien, que les immobilisations qui ne se déprécient pas dans le temps, de manière irréversible, peuvent faire l'objet de provisions. C'est le cas du fonds de commerce. Et alors, en fait, le Conseil d'État a été amené à préciser les conditions d'application de cet article. Et en fait, le Conseil d'État admet la dépréciation d'un fonds de commerce s'il est prévisible que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Et si, en raison de ces caractéristiques, le fonds de commerce est dissociable, l'élément provisionné, déprécié, est dissociable des autres éléments du fonds. Et jusqu'à présent, l'administration fiscale n'avait jamais admis cette jurisprudence et elle n'admettait la dépréciation d'un fonds que pour un fonds de commerce pris dans son ensemble. Et puis récemment, une doctrine fiscale vient de changer et donc l'administration se range à la position du Conseil d'État et admet la dépréciation d'un élément isolé du fonds de commerce et à condition bien sûr que cet élément soit identifié au bilan de l'entreprise et bien sûr que l'entreprise justifie de cette dépréciation. Très bien, merci Marie-Christine. On termine avec la double question de Cerise, avocate. Cerise souhaite savoir si une association peut être constituée d'un fonds de commerce si elle exerce une activité commerciale, y compris si elle n'est pas fiscalisée, et si une association peut apporter son fonds de commerce dans une société commerciale type SAS, afin que ladite société exploite sa branche commerciale, le cas échéant, l'association doit-elle seulement apporter son actif ? Alors en effet, il y a beaucoup de questions dans la question de Cerise. Alors en fait, fiscalement, c'est une règle de base, une association qui exerce une activité commerciale est soumise aux impôts commerciaux, et notamment à l'impôt sur les sociétés. Voilà, principe. Donc elle est fiscalisée. Mais il y a une possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle la franchise des impôts commerciaux, c'est-à-dire une exonération d'impôts sur les sociétés, TVA et contributions économiques territoriales, si 3 conditions sont remplies. La gestion de l'association est désintéressée, les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et puis les recettes annuelles qui résultent des activités lucratives n'excèdent pas un certain seuil, ce seuil étant à titre indicatif fixé à 72 144 € en 2020. Il est revalorisé tous les ans. Alors si ces conditions ne sont pas remplies, l'association elle est fiscalisée, elle est soumise aux impôts commerciaux. Elle peut toutefois bénéficier en TVA de la franchise en basse TVA. Là on retombe dans les règles générales de la TVA ou éventuellement des exonérations pour certaines activités dans le cadre de la contribution économique territoriale. Alors pour éviter d'être fiscalisé, là c'est la deuxième question de Cerise, on peut effectivement apporter l'activité commerciale à une société pour isoler cette activité commerciale
dans une filiale, ça s'appelle la filialisation d'une activité commerciale, et l'association gardera son caractère désintéressé si elle se contente d'un rôle d'actionnaire passif dans ce cas-là. Alors maintenant, quelle est la nature de la portée, quels sont les actifs qui doivent être apportés? Dans la mesure où on tombe dans un régime de droit commun, donc une association qui apporte un fonds ou des actifs à une société, eh bien, elle va pouvoir être placée sous le régime fiscal des fusions. Et ce régime fiscal des fusions permet certains reports d'imposition ou différés d'imposition des plus-values d'apport. Eh bien, pour répondre à la question de ce risque, ce régime ne peut être appliqué que si l'apport porte sur une branche complète d'activité et non pas un actif isolé. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Marie-Christine pour vos réponses à nos abonnés, puis à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour ne rater aucune vidéo du groupe Revue Fiduciaire, vous le savez, la meilleure solution, c'est d'activer la petite cloche des notifications après avoir pris soin de vous abonner à notre chaîne YouTube, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une très belle journée.